Eh bien, donc moi j'étais ravie de l'opportunité qui m'était donnée, puisque je ne suis pas une chercheuse, de pouvoir creuser un peu, c'est toujours agréable. Et au début, je me suis dit, la bande dessinée, ça va être bien. J'ai siégé dans le conseil de la bande dessinée, je vais avoir un corpus formidable autour de la BD et l'école. Comme le PK met en avant beaucoup de bandes dessinées et de BDistes, je vais trouver tout ce qu'il me faut, et ça a été la catastrophe. Parce que l'objet de ma question était de se dire, tiens, quelle est l'image que véhicule la bande dessinée? La bande dessinée, on le sait, c'est aujourd'hui vraiment, tu le rappelais tout à l'heure Antoine, ça a son côté pop culture, c'est aujourd'hui détourné, c'est merchandisé, c'est utilisé comme un objet vraiment dans les classes aussi. Et donc, dans ma grande naïveté de non-chercheuse, je pensais trouver énormément de choses sur le sujet. Eh bien non. Alors, pourquoi je me suis intéressée à cette question-là? D'abord parce qu'il y a le pacte pour un enseignement d'excellence, je ne peux quand même pas passer à côté. Donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, la partie francophone de la Belgique pour nos amis qui viennent de l'étranger, a entamé une grande révolution, on va le dire comme ça. Et dans cette révolution, il y a entre autres 3 focus qui étaient extrêmement importants. Un focus sur les outils numériques, il était temps, vous allez me dire. Un focus sur la culture, il était encore plus temps. Et un focus aussi sur le travail collaboratif. Et ces 3 focus-là mélangés ont tout de suite créé chez moi cette espèce de petite sonnette d'alarme qui disait mais la BD devrait tout à fait aider à faire ça. Et donc, alors j'ai juste un problème, c'est que je ne suis pas habituée à travailler avec cet ordinateur. Et la marche arrière, voilà, j'ai trouvé. Et donc je me suis intéressée à cette bande dessinée dont il faut bien rappeler que c'est un médium. Et c'est un médium qui est effectivement très populaire, mais qui s'intéresse, quand on le met dans les mains des enseignants, plus souvent au contenu qu'au fait qu'il ait une œuvre artistique en soi. Et aussi qu'il a peu de soucis des stéréotypes qu'il véhicule à propos de l'école. On trouve des soucis sur les stéréotypes, par exemple, du genre, mais sur l'école elle-même et ce que la bande dessinée en dit, on a vraiment très peu de choses. Souvent, on va choisir la bande dessinée parce que le thème qui est traité dans cette bande dessinée va intéresser l'enseignant, il faut être clair. Et puis, on va trouver une utilisation finalement qui est assez proche des autres formes de la littérature. On ne sent pas majoritairement qu'il y a un effet bande dessinée dans la manière dont on l'approche. Et donc, à l'usage, on va trouver 2 tendances. Une première qui est celle que je qualifierais, alors ce travail est très modeste, il faut l'avouer, de banalisation, c'est-à-dire que qu'on choisisse la BD ou un autre texte, on va prendre la BD parce que la BD c'est plus motivant, comme on le disait tout à l'heure, pour les élèves, c'est plus accrocheur. Et donc ça veut dire qu'on va retrouver les mêmes exercices types que ceux qu'on retrouve pour n'importe quel autre texte. Je suis d'accord avec vous, c'est désespérant, mais c'est la réalité du terrain pédagogique aujourd'hui. Et donc finalement, pour les auteurs de bande dessinée, je vais défendre un peu ici quand même la culture, mais c'est vexatoire parce qu'on a un peu le sentiment d'une instrumentalisation de la bande dessinée plutôt que d'avoir vraiment une réflexion sur ce qu'elle vaut en tant qu'œuvre d'art. Et la deuxième tendance qu'on va trouver, c'est une tendance à la dissection, avec une étude des codes pour les codes, une étude des formes pour les formes, et donc un détachement du récit qui fait quand même, il faut bien le dire, largement l'intérêt de la bande dessinée. Donc on a cette espèce de tendance et de paradoxe, ou bien on s'intéresse à l'objet simplement parce qu'il est intéressant, et peu importe que ce soit une BD ou autre chose, ou bien on s'intéresse à l'objet parce qu'il a des codes spécifiques, mais on s'arrête simplement à la forme et on ne va pas chercher plus loin. Et ça, c'est quand même un peu désespérant. Alors là-dedans, vous allez me dire, quelle est la vision de l'école ? Ah, pardon. Alors c'est compliqué de sortir, je suis désolée, mais je n'ai aucun retour à l'écran pour m'aider à m'y retrouver. Je suis désolée, mais je dois faire un petit escape parce que si je n'ai pas le suivi, je ne saurais pas le faire. C'est moins joli, mais ce sera plus efficace. Alors, on va essayer de faire une petite ligne du temps ensemble. Elle n'est absolument pas exhaustive parce que le corpus auquel je me suis intéressée était évidemment non exhaustif. Et c'est un corpus exhaustif en bande dessinée, je vous souhaite bon amusement. Mais j'ai quand même voulu essayer de comprendre s'il y avait des moments un peu charnières par rapport à ça. Alors évidemment, si on recule dans le temps, on va trouver les premières bandes dessinées un peu plus populaires, on va dire, on est dans les années 20. Vous connaissez tous Zig et Puce, vous connaissez tous Tintin. Alors évidemment, on ne va pas rater Tintin au combat parce que c'est une des premières images de la classe. Alors, comme on peut s'y attendre, c'est une classe qui n'est pas fondamentalement super moderne, ça, on pouvait s'en douter. Mais à cette époque-là, finalement, dans la bande dessinée, on représente très peu les enfants, donc très peu les classes. Dans les années 60, on va trouver une série de bandes dessinées qui s'adressent alors non seulement à un public plus jeune, mais surtout avec des enfants mis en scène. Donc vous allez me dire, mais là, ça va déborder de classes.
avec Boule et Bill, avec Génial Olivier? Eh bien non, pas vraiment, parce qu'on a Boule et Bill, certes, mais Boule et Bill est très rarement, quasiment jamais, il n'y a que quelques cases qui sont représentatives de Boule et Bill dans l'école. En fait, l'école n'est pas un sujet intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la vie de l'enfant autour de l'école. Et donc, on va voir l'enfant avec ses copains à l'extérieur, l'enfant dans son habitat, l'enfant avec les parents, les relations familiales, les relations sociales, les relations amicales, mais vraiment très peu les relations scolaires. Alors, il faut qu'on avance encore dans le temps pour arriver dans les années 80, où là, le marché de la bande dessinée va vraiment faire un boom, avec cette fois-là l'école comme thème central. Et on va voir apparaître des bandes dessinées comme Ducobus, Cédric, Le Petit Spirou, Titeuf, qui sont des bandes dessinées dans lesquelles l'école a quand même beaucoup plus d'importance, évidemment. Les blagues de Toto, enfin, je vous passe le détail de l'ensemble de ce corpus. Et là, je me suis dit, mais magnifique, je vais voir apparaître des classes un peu plus modernes. Mais comme vous pouvez le constater, non, pas vraiment. On va retrouver des bancs en bois alignés, la fameuse classe en autobus, dont je ne dirais pas trop de mal néanmoins, mais je dirais que c'est l'image la plus véhiculée, c'est cette classe en autobus. Alors, si on avance encore, finalement, non désespéré, on pouvait supposer qu'avec les nouveaux auteurs qu'on va passer aujourd'hui, on allait avoir une version plus moderne, puisqu'eux-mêmes sont nés en 1988, 1990, 90 pour les Français, et donc probablement on allait avoir une version de classe plus moderne. Eh bien, non, toujours pas. Malgré le fait que ces auteurs soient jeunes, qu'ils vivent dans un monde où tout de même la classe a un peu évolué, on se retrouve toujours avec cette image extrêmement classique. Et c'est un peu désespérant parce qu'on se dit, mais est-ce que tous les autres propos des auteurs de BD, est-ce que tous les autres objets sur lesquels ils travaillent subissent, je dirais, le même sort? Et quand on retourne chez Zig et Puce, 1925 tout de même, on voit qu'en ce qui concerne les transports, par exemple, le problème ne se pose pas. En ce qui concerne les transports, on a une imagination débordante sur ce que le futur pourra faire. Alors, avant de me désespérer complètement, ce qui aurait pu être un fait, je me suis dit, on va y regarder quand même dans l'imagerie en dehors. Si on regarde dans les premières images, on voit qu'il y a quand même eu des efforts dans la pédagogie pour essayer de moduler un peu l'autobus, en gardant l'idée que les espaces restaient contraignants. Donc, je rejoins ici les propos de Hugues. On a vraiment quand même dans la photographie, je trouve, des indications très intéressantes. Celles-ci sont prises sur le vif, sur le fait qu'il y a eu des essais en tout cas qui ont été faits et que la bande dessinée ne traduit pas du tout dans ces pages. Parce que si on recule évidemment en arrière, on trouve quoi? Alors à part quelques essais freinés vers 1935 où on va trouver là évidemment des classes un peu plus ouvertes, on va retrouver la classe en autobus comme étant l'image majoritaire. Et aujourd'hui, quand vous regardez les publicités pour du nouveau matériel scolaire, c'est ça que vous voyez. Vous voyez des classes qui sont multimodales, qui sont souples, qui sont interactives, collaboratives, avec des tableaux blancs interactifs, des tablettes, des formats participatifs en ligne ou Clap, Kahoot et autres. Et donc le fossé entre ce que la bande dessinée montre et ce que montre l'école aujourd'hui, ou en tout cas ce qu'on voudrait avoir à l'école apparemment, est vraiment de plus en plus grand. La question suivante qui s'est posée était donc pourquoi? Alors, je sors de ma poche 3 explications possibles qui ne sont pour aucune d'entre elles valables scientifiquement parlant. Je vous les livre donc en toute modestie. La première, c'est la question de la nostalgie. Est-ce qu'on est resté coincé? La deuxième est la question de la paresse. Est-ce que c'est plus facile de représenter une classe en autobus qu'une classe multimodale? Et la troisième, c'est la question de la méconnaissance. Est-ce que les auteurs de bande dessinée ne mettent plus jamais les pieds dans une classe qui serait un peu plus contemporaine? Et là, j'ai lu, mais c'était un parti pris, cette question avec 4 angles différents. D'abord, la question de l'âge de l'auteur. Il est clair que quand on représente une classe en 1960, on n'a pas de raison de la représenter si on représente une classe de 1960 autrement qu'en autobus, ou très peu de chance en tout cas. Alors on se dit, mais il y a quand même des auteurs qui ont fait un travail sur le futur. Je pense par exemple aux séries de Sophie. Mais lorsque les auteurs de 1960, 70, 80 représentent le futur, on retrouve la classe en autobus. Ça commence à devenir un peu gênant. Quand un auteur contemporain, et c'est le cas par exemple ici, représente une classe du 19e siècle, tout le monde sera d'accord de dire qu'il est logique qu'elle ressemble à une classe du 19e siècle. Et puis il faut représenter les classes d'aujourd'hui et du futur. Et là c'est plus problématique parce qu'on retrouve de nouveau notre classe en autobus. À quelques exceptions près néanmoins,
mais où on trouve quand même un alignement, vous le voyez ici, des bancs. Ce sont des bancs individuels, ils sont un peu séparés, mais il n'y a quand même rien de bouleversifiant et il n'y a pas de travail collaboratif. On ne voit pas ces interactions qui sont tellement prônées par ailleurs aujourd'hui par certains courants pédagogiques. Donc l'écart entre les courants pédagogiques, certains courants pédagogiques plus modernes et l'image reste de pire en pire. Alors, comme je ne suis pas spécialiste, j'ai quand même été interroger des spécialistes, des auteurs et puis aussi des éditeurs et des libraires spécialisés qui m'ont dit mais la réponse pour nous est relativement simple. D'abord, la bande dessinée, contrairement à d'autres médiums, nécessite une identification rapide. On doit savoir en une case où on est. Et c'est beaucoup plus facile d'identifier une classe autobus qu'une classe collaborative. La composition dans la BD doit être récurrente, donc c'est beaucoup plus simple de garder cette image-là à l'esprit, et ça permet d'assimiler le contexte en un clin d'œil, c'est le cas de le dire. Et il y a aussi, et ça c'est une difficulté supplémentaire aujourd'hui, une confusion possible des espaces. Je vous ai mis 2 photos à l'écran, comme ça je vous laisse réfléchir. Une des photos est en entreprise, l'autre est en école. On ne peut pas dire que la différence saute aux yeux de manière magistrale. Et c'est là une des difficultés pour les auteurs de bande dessinée aujourd'hui. S'ils veulent qu'on voit vraiment rapidement où se trouve la classe, il n'y a que la solution de l'autobus, parce que les entreprises en autobus, on n'en a pas beaucoup. Et ça, c'était effectivement une solution peut-être plus simple. Alors, demain, l'autobus, ça c'est la question, parce qu'on aimerait quand même bien avancer, avoir un futur un peu plus positif. Dans le cadre du pacte, c'est clair qu'on a voulu dire un peu non à l'individualisme, ou en tout cas faire une grande promotion des nouvelles formes d'enseignement plus collaboratives, des nouvelles pratiques. Elles requièrent des souplesses nécessaires dans l'agencement des classes. Elles requièrent aussi que les espaces soient adaptatifs, ce qu'ils sont très difficilement dans un autobus. Vous savez comme moi que le temps qu'on ait déplacé tous les bancs d'une classe, les élèves sont partis, mentalement je veux dire. Et donc là, je reviendrai à l'idée de l'ennui de la charmante chercheuse qui va intervenir juste après moi sur cette question justement de l'ennui des élèves. Les espaces adaptatifs permettent d'avoir des transitions qui sont beaucoup plus souples. Et puis, il y a l'importance du numérique. Le numérique est plus difficilement travaillable en autobus, sauf à avoir vraiment rangées de tablettes, que si on fonctionne sur des espaces plus souples. Et puis au final, pourquoi on fait tout ça? Parce que c'est quand même une question fondamentale. On change toutes ces pratiques parce qu'on est convaincu que la performance des élèves va s'en trouver améliorée. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des études fort heureusement plus scientifiques que ma petite réflexion ici. Alors au final, je vous ai promis de faire court, ce sera court. Si on passe l'école à l'épreuve de son architecture, mais aussi de ses technologies, parce qu'on peut très difficilement séparer les deux aujourd'hui, d'abord, on constate que c'est très difficile d'établir scientifiquement des liens, des corrélations, d'avoir une vérification sur le fait que ça a vraiment un impact. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'un outil ne suffit pas. Si on n'a pas une vision novatrice, si on n'a pas une autre vision de la classe, on pourra mettre en place des classes non-autobus, ça ne changera pas grand-chose à la façon dont on y enseignera. Et là, ça interroge ce que d'autres ont interrogé dans l'ouvrage, le rapport au maître, le rapport à l'enseignant, le rapport entre les élèves eux-mêmes. Et je me suis demandé, est-ce que cette imagerie traditionnelle, dans 20 ans, primera toujours? Bon, alors ça, je vous laisse cogiter sur la question, hein. Il y a peut-être des clés à trouver. La première, c'est la prise de conscience, autant du côté des enseignants qui utilisent la bande dessinée que du côté des auteurs de bande dessinée eux-mêmes. Est-ce qu'on ne ferait pas bien de sensibiliser nos étudiants dans les écoles supérieures des arts au fait qu'il est peut-être temps de dépoussiérer leur vision de la classe? C'est aussi l'interrogation des espaces. Aujourd'hui, on rénove beaucoup d'écoles. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de les rénover avec cette vision, non pas de la pédagogie plus classique ou traditionnelle ou frontale, mais bien d'autres pédagogies? Un élément central, et ça a déjà été rappelé par Hugues, c'est la question de la formation aussi. Évidemment, il faut que les gens soient formés à s'intéresser à cette question. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, néanmoins, quand même. La classe autobus n'a pas que de mauvais côtés. Et donc, on voit apparaître aujourd'hui des formes qui sont mixtes, qui pourraient satisfaire les BDistes parce qu'on les reconnaîtrait peut-être plus facilement. J'espère qu'elles rentreront dans la pop culture future, ça c'est clair. Et aussi, et ça c'est un vœu qu'on a à la Fédération et le parcours d'éducation culturelle et artistique en est un, c'est mettre en œuvre des laboratoires, oser différemment. Et j'inviterai tous les collègues BDistes à faire la même chose, parce que peut-être, je l'espère, demain, l'autobus sera la New Madeleine et pas autre chose. Et voilà.
Et je vous avais dit que je ferais court et je suis toute ouverte à vos questions.